Bonjour à tous, comme promis la correction du devoir qui est plutôt bien réussie dans l'ensemble. Bravo à tous, je suis toujours un peu étonné quand je fais des trucs en distanciel de voir que les gens arrivent à comprendre, donc bravo. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà vu ces choses-là parce qu'il y a des très bonnes copies, je sais pas. Il y a quelques copies où on sent que ça n'a pas été bien assimilé, donc j'espère que ils pourront se rattraper sur la deuxième session, s'il y a une deuxième session. Et donc il y a 4 copies, voilà, qui grosso modo n'ont pas la moyenne, où on sent que voilà, c'est pas que des fautes des calculs, mais c'est aussi un manque de compréhension de certaines choses. Donc peut-être que cette correction va beaucoup les aider, donc j'espère que vous allez prendre le temps de bien la regarder. Voilà, donc le premier exercice qui était donné, c'était probablement le plus simple, mais je sais que en général, par expérience, je sais que les étudiants ont un petit peu du mal avec ce concept parce que ça semble tellement outrageusement simple voilà, on s'empêche de le faire. Donc la première question, c'était de trouver un retour linéarisant à cette deuxième équation. Donc le retour qui linéarise cette deuxième équation, c'est un retour qui élimine tous les termes non linéaires, donc tout ce qui nous dérange. Donc le sinus il nous dérange, la valeur absolue nous dérange, donc pour les enlever, il faut d'abord diviser u par 1 sur x plus 2, et puis mettre la nouvelle entrée v qu'on va prendre de manière linéaire ici, et puis cette deuxième entrée, puis il faut éliminer le sinus x1 aussi, donc on fait u égale v plus sinus x1 divisé par 1 plus x2, et donc vous voyez que les 1 plus x2 simplifiant, il reste v plus sinus x1, et les sinus x1 simplifient, il reste v. Donc pas mal de gens qui ont trouvé, il y a des gens qui n'ont pas trouvé cette expression, voilà, je sais pas pourquoi exactement, mais ils se sont trompés, ils ont mis le sinus x1 en dehors ils ont oublié de diviser sinus x1 par 1 plus x2, etc. Voilà, il y a eu des erreurs un peu étranges. Donc ceci est possible car 1 plus x2 est différent de 0, et ça répond un petit peu à la dernière question de cet exercice où quand on n'a pas la variable absolue de x2, il y a des possibilités où ça s'annule, donc il faut faire attention, en tout cas réfléchir un peu plus. Proposer peut-être une autre méthode, voilà, ou alors regarder ce qui se passe quand x2 est égal à moins 1 précisément. Donc le système, quand on fait ça, devient x.1 égale moins alpha x1 cube plus x2 et x.2 égale v. Et du coup, on prend v sur un retour d'état, moins k1 x1, moins k2 x2, et puis on va essayer de trouver k1 k2 pour que ça marche bien. Donc là, on prend une fonction de Lyapunov, voilà, mu1 x1 plus mu2 x2, et donc on va essayer de trouver mu1 et mu2, donc il faut qu'il soit positif, sinon v n'est pas positif, voilà. On va essayer de trouver mu1 mu2 pour que, en fonction du choix de k1 k2 qu'on fait, on va avoir un v point négatif. Donc il y a plusieurs inconnus, il y a mu1, mu2, et puis il y a k1, k2 qui sont ce qu'on va chercher à trouver. Donc qui ne sont pas des inconnus, qui sont des données. Donc quand on calcule v point et qu'on met en facteur, alors comme on fait généralement ici, on met tous les termes qui sont négatifs, on les met ensemble, et puis tous les termes qui changent de signe, on les met de l'autre côté. Donc quand on fait ça, on a vous voyez ici, on a un x1 puissance 4, ça c'est un terme qui va être sympathique, on a des x1 carré, c'est des termes qui ne changent pas de signe, donc ceux-là on les met de côté. Et puis quand on met ces termes-là de côté, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des x1, x2. Et x1, x2, ça change de signe, donc ça c'est embêtant. Et donc, quand on constate que x1, x2 est multiplié par un facteur mu1 moins k1 mu2, on se dit il suffit que ce terme soit nul, le mu1 moins k1 mu2, puisque mu1 mu2 on peut les choisir comme on veut, pour que ce terme-là s'en aille, et puis qu'on n'ait plus que des choses qui sont carrées ici. Donc comment faire ça? Il suffit de prendre mu1 égale k1 mu2, comme proposé ici. Donc une solution par exemple c'est de prendre mu2 égale 1 et mu1 égale k1. Il y a bien sûr une infinité de solutions ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc en prenant ça, cette expression s'annule. Cette expression s'annule. Et qu'est-ce que ça nous donne? Alors attention, encore une fois, si vous choisissez mu1 égale k1, ça veut dire que dans votre retour ici, k1 doit être forcément positif. D'accord? Sinon, la fonction de Lyapunov, elle ne sera pas définie positive. D'accord? Donc ça, c'est des petites utilités quand vous faites votre retour d'état. K1, K2, vous ne pouvez pas les choisir tout à fait n'importe comment, puisque K1 dépend de mu1. Et mu1, c'est de votre fonction de Lyapunov. Donc vous arrivez à deux termes qui sont en carré, là, puissance 4 et puissance 2, qui ne changent pas de signe, c'est parfait. Deuxième théorème de Lyapunov, c'est localement asymptotiquement stable.
Puis la plupart des gens ont aussi bien géré cette problématique de stabilité globale en disant que la limite de V, quand x tend vers l'infini, tend vers l'infini. Donc, puisqu'on a des termes qui sont en carré. Donc, c'est globalement asymptotiquement stable. Ok, et donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, le problème ici, quand on fait le retour, c'est qu'il peut s'annuler. Donc, il faut prendre des précautions. Voilà pour l'exercice 1. Donc, voilà, ne pas hésiter à simplifier quand on dit on linéarise tout. Et on considère qu'on connaît toutes les valeurs, x1, x2, on les connaît parfaitement. L'exercice 2 maintenant. Donc probablement avec l'exercice 3, les deux exercices les plus classiques qui ressemblent beaucoup. D'ailleurs, je crois que ça c'était dans le... Je me demande si c'était pas dans le cours déjà. Pas avec la deuxième partie, mais la première partie était, il me semble, déjà fait dans le cours. Donc c'est peut-être pour ça que certains voulaient absolument avoir le cours. Donc x point, enfin juste cette première partie en tout cas qui est pas la plus compliquée. Donc peut-être, je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être je vous ai induit en erreur parce que j'ai mis je m'étais trompé sur ce que j'avais mis au tableau. Donc il y a pas mal de gens qui se sont trompés ici dans la linéarisation alors que c'est très simple et ils m'ont trouvé Z1, Z2, Z3. Ils avaient 3 termes. Quand vous avez un système d'ordre 2, quand vous linéarisez, vous tombez sur un système d'ordre 2 aussi. Donc je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, si c'est parce que sur le tableau je m'étais un peu trompé, ou si parce que vous n'avez pas bien compris le principe. Donc au principe, vous prenez y à x1, et puis vous dérivez. Donc vous dérivez une fois, ça fait y égale x.1, il n'y a pas de u, vous continuez à dériver. Vous dérivez une deuxième fois, cette fois il y a un u, vous vous arrêtez. D'accord ? Et donc quand vous faites le calcul de x1, x.1, ça donne ce terme-là. Voilà. Et donc, quel est le changement de variable ? Vous prenez x1 égale le premier y, pardon, le z1 c'est égal au premier y, donc c'est égal à x1, et le z2 c'est égal au deuxième y. Si on n'avait pas eu de u ici et qu'on avait eu à y3, eh ben ici on aurait mis z3 égale y2 points. Et on serait arrêté là. Donc les z1, z2 ou z3 se font tant qu'on n'a pas de u. Dès qu'on a un u, on arrête, quoi. Donc ici, on ne met pas z3 égale y2 points, parce que si on cherche z3 points, il va y avoir du u point qui va apparaître, donc on aura un problème. Donc ça s'arrête là, et puis de toute façon, c'est comme c'est d'ordre 2, il faut que ça soit d'ordre 2 ici. Donc on a nos deux variables qui sont données par x1 et x1 carré plus x2, z1, z2. Et donc quand on dérive, ça fait directement notre chaîne d'intégrateurs. Donc z.1 égale z2, et puis z.2 égale 2z1, z2 plus u. Donc z.2 ici est donné par la dérivée de cette expression-là, et donc est donné par cette expression ici. Donc vous voyez ici, là j'ai x1 cube, x1, x2, et puis quand on fait le calcul, on tombe sur z1 fois z2, quoi. 2 fois z1, z2. Donc le retour qui linéarise ce modèle, c'est très simple cette fois, donc j'élimine ce terme-là, moins 2, 1, z2 qui est non linéaire, plus une nouvelle commande v. Et puis on obtient notre chaîne d'intégrateurs. Donc dans le cours j'avais écrit sur la forme y dérivée seconde égale v, ou encore z.1 égale z2 et puis z.2 égale v. Donc on fait un PID, on calcule un PID avec une référence YR égale 0. Alors c'était peut-être pas très clair dans l'énoncé, mais je l'ai dit à l'oral, peut-être certains n'ont pas fait très attention. Donc il y a des gens qui m'ont gardé un YR, puis après ils me l'ont enlevé, enfin voilà. Et j'ai eu un peu de tout. Donc V, un terme proportionnel, un terme dérivé et un terme intégral. Donc n'oubliez pas le terme intégral, je voulais un PID, donc il faut 3 termes ici. On a besoin de 3 termes ici, et puis il faut trouver Kp, Kd, Ki. Donc on remplace ces trucs-là dans l'équation y2 égale v, et puis on pose l'erreur yr moins y, donc quand yr étant nul, l'erreur c'est directement moins y, donc quand on remplace y2 égale v dans cette expression-là, eh ben on a tout directement e de point plus kde point plus kpe plus ki intégrale de e de taux des taux qui est égal à 0. Comme l'intégrale on veut s'en débarrasser, on dérive une deuxième fois, enfin une nouvelle fois, jusqu'à avoir cette expression qui a un polynôme caractéristique qui est écrit sur la forme s cube plus kd s carré plus kp s plus ki e. Il n'y a pas de e ici, pardon. C'est une erreur de ma part, c'est juste ki ici, fois 1.
donc il n'y a pas de E ici, égale 0. Donc on veut placer des pôles à moins 1, donc on va avoir le polynôme qu'on veut ici, c'est s plus 1 au cube égale 0. Et donc nous on a ça égale 0, et nous, on aimerait avoir s plus 1 au cube égale 0, donc on va identifier les coefficients. Donc quand on développe ce truc, ça fait s cube plus 3s carré plus 3s plus 1, donc directement ce coefficient là ça va être 3, celui-là ça va être 3, et puis le dernier ça va être 1 qu'on a ici. Donc il faut toujours écrire la commande, parce que ça devient la commande, hein. Donc soit la commande V, soit la commande U. Donc là j'ai mis directement la commande U. Donc 2Z1 Z2, c'est moins d'ailleurs, moins 2Z1 Z2, pardon, c'est encore une erreur de ma part, moins 2Z1 Z2, moins 3, donc moins 3 fois que vous avez ici, moins 3 fois Z1, moins 3 fois Z2 ici, moins donc KI c'est 1, intégrale de 0 de Z1 de taux des taux, parce que Z1 c'est Y. Voilà, donc attention, un moins ici, et puis pas de E ici. Voilà, deux petites erreurs qui ont traîné ici dans ma correction. L'exercice 3 maintenant, donc backstepping. Pareil, exercice assez simple, il y a eu juste une petite erreur qui a coûté pas mal de points à certaines personnes, c'est dommage. Donc le principe du backstepping, c'est on prend, considère x2 comme une nouvelle entrée de ce sous-système x.1 égale x1, fois u du coup, une nouvelle entrée, et puis on essaye de trouver une commande qui marche bien. Donc on a envie de mettre x2 égale moins 1, mais x2 égale moins 1, c'est une commande constante, donc ça ne marcherait pas pour notre backstepping. Parce que x2 il varie, donc il ne peut pas être égal tout le temps à moins 1, quoi, et on ne peut pas le faire tendre vers moins 1 parce qu'on n'arriverait pas à 0, 0 du coup. Donc on prend V1 égale x1 égale x1 carré sur 2, on dérive V1, ça fait x1 carré fois x2, et puis du coup pour avoir un terme négatif, il faut prendre x2 égale moins x1 carré. Comme ça on a du puissance 4. Parce que si vous prenez x2 égale moins x1 seulement, vous avez du moins x1 puissance cube, et ça change de signe, je vous rappelle. Donc il y a pas mal de gens qui sont trompés ici, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais quand vous voyez moins x1 au cube, bah, un terme puissance cube, ça change de signe, donc ça pose problème. Par contre, puissance 4, ça change pas de signe. Donc voilà, x2 c'est égal à moins x1 au carré, donc une grosse erreur que pas mal de gens ont faite. Et puis après, vous faites le changement de variable. Vous voulez faire en sorte que x2 tende vers moins x1 carré. Donc vous dites que le terme z2 doit tendre vers 0, donc z2 c'est x2 puis x1 carré. Et puis vous réécrivez votre nouveau modèle. Donc x.1, vous le réécrivez en fonction de maintenant z2 et x1, et z.2, vous faites le calcul, et vous écrivez en fonction, pareil, de x1 et z2. Donc là, dans ce modèle, il ne doit plus y avoir que de x1 et de z2. Il ne doit pas avoir autre chose. Sinon, voilà, le changement de variable n'est pas très joliment fait. Et puis, quand vous faites le changement de variable, vérifiez bien que c'est un changement de variable qui marche, quoi. Quand on a x1 et z2, on peut revenir à x1 et x2, ce qui est le cas ici. On peut passer de l'un à l'autre de manière unique. Voilà, donc pour trouver z.2, j'ai calculé x.2 plus 2x1 x.1. Donc j'ai remplacé x.2 par x1 plus u qui est ici, puis après ça 2x1 x.1 que j'ai fait le calcul, etc. Et puis comment on trouve u? Donc on prend une fonction de Lyapunov, toujours des fonctions de manière assez simple, x1 carré plus z2 carré sur 2. Et puis je calcule la dérivée de cette fonction de Lyapunov. Et puis quand je fais les calculs, je me rends compte, donc je mets... Attention, oui, il y a eu quelques petites erreurs aussi là. Quand vous faites 2x1, x.1 sur 2, les deux simplifient. Donc quand vous dérivez ce truc-là, ça fait x1, x.1. Et donc je remplace x1. Et après, x.1, je le remplace par ça. D'accord? Je le remplace pas, x.1, je le remplace pas par moins x1 carré, quoi. Ou je sais plus ce que c'était, moins x1 puissance 4. Je remplace pas par ça, quoi. C'est pas la même dérivée. D'accord? Cette première fonction là qui est donnée ici, sa dérivée c'est pas moins x1 puissance 4. Quoi. Voilà, c'était une deuxième erreur qui était souvent faite. Qu'est-ce que j'en étais où? C'est le téléphone qui me trouble. Donc voilà, x1 carré, donc la dérivée de x1 c'est tout ça.
Donc je remplace tout ça ici. Et du coup, il y a un terme en plus qui apparaît dans cette parenthèse, qui vient de ce terme x1 z2 carré, x1 carré z2 qui arrive ici. Donc ce terme a été parfois oublié. Et du coup, on fait toujours pareil. Donc, comme on élimine tous ces termes-là, on prend u égale moins tout ça, et puis on aimerait avoir un terme négatif ici. Donc, on peut rajouter un moins z2 ici pour un moins z2 au carré. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, plein de gens ont encore oublié, quand je demande d'exprimer u en fonction de x1, x2, il ne faut pas vous contenter de ça. Là, il y a du z2, donc il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire les calculs jusqu'au bout. Pas vous tromper dans les calculs, parce que il y a eu pas mal de fautes de calcul. J'étais assez sympa avec vous, donc j'ai pas trop été méchant sur les fautes de calcul, mais voilà, refaire les calculs, on arrive là-dessus. Si je me suis pas trompé non plus. Et le dernier exercice enfin, donc le dernier exercice, je vous ai peut-être fait peur au début en vous disant que c'était le plus difficile, mais en fait quand je vous disais que c'était le plus difficile, c'était la dernière étape, parce que sinon c'était très guidé, donc normalement la commande paste-épine là-dessus, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que là, K n'était pas connu, donc il y avait une difficulté en plus, et ça pouvait, voilà, c'était pas facile. Personne n'a trouvé la réponse à la dernière question. Je vous en veux pas, même moi, j'ai mis un peu de temps à voir comment il fallait bidouiller pour s'en sortir. Donc, comme vous aviez qu'une heure, c'était pas étonnant que personne n'ait trouvé. D'abord, on écrit sur le modèle d'état. Donc, voilà, j'espère que voilà, vous savez maintenant comment on fait un modèle d'état. Donc, je vais vous proposer de prendre x1 égale x et x2 égale x point. Et du coup, quand vous dérivez x.1, vous tombez directement sur x point, donc vous tombez sur x2. Et puis, quand vous dérivez x.2, vous tombez sur x2 point, donc il faut exprimer tout ce qu'il y a à côté. Donc, vous mettez u moins k x2, et puis divisé par m ici. Donc, vous avez ce modèle-là. Donc, il y a plein de gens qui ne se sont pas attaqués à cet exercice. Voilà, je leur ai peut-être fait peur, ou c'était un manque de temps, je sais pas. Voilà, c'était peut-être un peu dommage. Parce que le début était très simple. Donc, vous prenez x2 maintenant comme une nouvelle entrée. Donc, ici, quel choix on va faire? On va faire, par exemple, x2 égale moins x1. Donc, le premier système va être stable avec la fonction x1 carré sur 2, puisque vous allez avoir du x.1 égale moins x1. C'est une exponentielle décroissante, donc ça marche bien. Ou si vous calculez la dérivée de la fonction, vous allez avoir quelque chose qui va décroître, qui va être défini négatif. Vous faites le changement de variable, donc z2 égale x2 plus x1, donc vous arrangez pour que z2 tende vers 0, donc pour que x2 tende vers moins x1. Et puis votre nouveau modèle, vous l'écrivez. Pareil, attention ici, le z.2, il manquait des termes là. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez les gens, mais souvent z.2, ils m'ont mis juste c'est cette première partie-là qui correspond à la dérivée de x2. Mais z2, il y a la dérivée de x2, mais il y a la dérivée de x1. Donc il y a aussi le terme z2 moins x1 qui apparaît au bout là. Donc une fois que vous avez votre nouveau modèle, vous demandez quel choix de u que je peux faire. Donc vous prenez une nouvelle fonction de Lyapunov, x1 carré plus z2 carré sur 2. Et puis vous commencez à dériver. Donc vous commencez à dériver, et puis alors je sais pas, je crois les gens qui n'ont pas réussi à trouver l'expression donnée dans la fiche, je suis désolé, comme j'avais fait le devoir extrêmement rapidement, j'étais pas bien sûr de moi, savoir si je m'étais trompé ou pas, donc j'ai pas pu être catégorique en disant c'est sûr, il n'y a pas d'erreur, mais voilà, c'est souvent que ça arrive. Généralement, de toute façon, les profs ils répondent pas quand vous avez un devoir. Vous êtes tout seul face à la feuille, donc il y a des erreurs, il faut faire avec. Donc il y avait pas d'erreur en tout cas sur ma feuille. C'est juste que parfois vous avez oublié ce terme-là, ou alors vous avez fait des erreurs de calcul, je sais pas. Et donc c'est bien l'expression proposée dans la feuille qu'on retrouve. Donc ici, ce terme-là, je l'écris, j'avais la flemme de tout écrire, donc je l'écris comme ça, que vous retrouvez ici. Et puis vous tombez sur la dérivée, moins x1 carré plus z2 fois z2 plus u sur m moins k sur m, et puis x2, valeur absolue de x2. Donc généralement, je laisse z2 moins x1. Ici, voilà, quand v il dépend de x1, z2, il faut toujours laisser en fonction de x1, z2. Donc, on ne peut pas éliminer les termes non linéaires ici. D'accord? On ne peut pas les éliminer parce que k n'est pas connu. Donc, on ne peut pas faire, si vous avez, vous devez programmer votre sous-marin, là, vous avez une programmation, vous ne pouvez pas mettre u égale quelque chose en fonction de k parce que vous ne connaissez pas la valeur de k. Donc, ça ne marche pas, notre truc qui élimine tous les termes. Par contre, vous connaissez x1, vous connaissez x2, vous connaissez la vitesse, vous connaissez la position de votre sous-marin. Par contre, vous ne connaissez pas le coefficient k.
Donc vous pouvez faire des retours avec Z1 et Z2 dedans, vous pouvez faire des valeurs absolues, vous pouvez faire des cosinus, des sinus, machin, mais vous ne pouvez pas trouver K. Donc comment on fait ce genre de truc là? On sait que K il est limité entre deux valeurs qui sont connues, K1 et K2. Ce qui est assez pas très étonnant hein. Pour un sous-marin, on imagine bien, s'il est toujours dans le même milieu, il n'y a pas de raison qu'un K2 on ne puisse pas les connaître. Et donc en particulier, le terme donc, qui nous embête le plus, c'est le K sur M, X2, valeur absolue de X2. Donc je réécris en X2 ici et pas en Z2 moins X1 pour faire vraiment appel à la notion de la vitesse. Donc si vous voulez ici, généralement en fait, ce qu'on fait dans la backstepping, c'est qu'on a V.2 égal à quelque chose qui est négatif. Mais en fait, le théorème de Lyapunov, il suffit d'avoir un truc qui est négatif. On n'est pas obligé d'avoir une égalité ici. Donc c'est ça l'astuce ici, c'est que pour une fois, on va faire en sorte que V point soit juste défini négatif, pas simplement égal à quelque chose de négatif. Donc ce qu'on va dire, c'est que V point, il est forcément plus petit, s'il est égal à ça, il est forcément plus petit que le plus grand terme possible ici que vous avez là. D'accord? Parce que plus grand il sera ce terme, et plus V2, V.2 aura de chance d'être positif. D'accord? Plus ce terme-là est grand, plus V2 V.2 a de chances d'être positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un grand terme ici? Déjà, le terme X2 ici, si je prends valeur absolue de X2, c'est forcément plus grand que X2. Donc déjà, là, je peux faire V point plus petit que ce terme-là avec valeur absolue. Et puis K maintenant, K sur M, c'est pareil, si je veux, et j'ai mis plus du coup, pour avoir le terme le plus grand possible. Et donc, plus grand possible encore, c'est K2 sur M, X2 au carré. Donc, ça veut dire que si V.2 est plus petit que tout ça, s'il est égal à ça, ça veut dire qu'il est forcément plus petit que tout ça. Donc j'ai pris la plus grande valeur possible. Mais du coup, maintenant, on retombe sur un cas où on connaît bien, parce que K2 on connaît, M on connaît, et X2, on a dit c'est la vitesse, donc la vitesse au carré ici. Donc vitesse d'un sous-marin, vous imaginez bien, on peut trouver la limite de la vitesse d'un sous-marin ou n'importe quel objet qui bouge comme ça, une voiture, etc. C'est pas illogique de se dire, voilà, vitesse bornée, quoi. Et donc le C, la constante C, cette fois on peut la connaître vraiment, on peut la tester, on peut la mesurer, on peut la connaître. Donc on se retrouve à faire un retour ici, qui est assez facile maintenant, puisqu'on connaît tous les termes. On dit moins 2M2 pour avoir ici, pour éliminer ce Z2 ici, et pour en avoir juste un moins Z2 qui va apparaître ici, et puis moins K2 fois C pour éliminer ce terme-là. Donc quand on fait ça, voilà, quand on a ce terme-là, on fait là on a encore majoré, hein, j'ai oublié de dire, par C du coup, et on fait ce retour-là, et du coup on a V point moins X1 carré moins Z2 carré. Et donc Lyapunov nous dit que ça marche. Donc c'est pas global ici, ça tout le monde l'a à peu près vu, parce que on est obligé de limiter X2, quoi. La vitesse est limitée, donc ça marche pas partout, ça marche pas quel que soit X1, X2. Donc là, vous avez un exemple de pourquoi le backstepping peut être aussi une commande robuste. J'en ai pas trop parlé dans le cours, mais commande backstepping, de la manière dont on le faisait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de robustesse parce que à chaque fois, on éliminait tous les termes qui nous dérangeaient, qui nous arrangeaient. Et puis si on connaît pas très bien l'état, on peut pas faire ça. Donc là, c'est pas tout à fait l'état qu'on connaît pas très bien, mais c'est voilà, c'est une certaine valeur ici, un coefficient qu'on connaît pas. Et puis on arrive à s'arranger en prenant des gains assez importants pour éliminer ce terme voilà, qu'on connaît pas. Voilà, merci à tous, bon courage donc pour la suite. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur la manière dont s'est passé ce cours. Voilà, si vous avez envie. Bonne journée.